Et donc, on continue. Et donc, on a dit que pendant que la guerre froide se faisait, il y avait donc la course aux armements. Et cette course aux armements a conduit. Il y avait une personne qui était en session, non? Je l'avais posé une question. Et la question, c'était quoi? L'espace extra-territorial, pas la propriété d'un État. Oui. C'est là que ma question, de savoir, dans votre introduction, vous avez avec l'avancée technologique, je réfléchir pour voir si on ne peut pas vivre la planète Mars. Oui. Voilà. Et vous avez demandé si ce n'était pas dangereux. C'est ça? Si ça ne va pas créer d'autres problèmes d'occupation du sol. Occupation du sol dans le sens de la façon dont on a occupé la terre ici, et puis là-bas. Puisque là-bas, il n'y a pas de propriété, si avec le développement de la technologie, ceux qui arrivent à découvrir des ressources, telles que des ressources minières, par exemple, sur cette planète, ces ressources ne sont pas en état, est-ce que ça va pas créer pour l'exploitation? Justement, c'est parce que ça peut créer des conflits. Avant même que l'homme n'arrive sur la terre, c'est parce qu'on est sur la terre. Une masse, c'est ça, non? Pas de masse, disons, toutes ces forces célestes, parce qu'il peut y avoir des problèmes. Que le droit spatial existe pour dénoncer les problèmes. On met ces tests en place pour que demain, lorsque ces choses vont avoir lieu, il y a déjà une source juridique. Une source juridique sur laquelle on peut se baser pour avancer. D'accord? Alors, moi, je pense plutôt, s'il vous plaît, je pense plutôt au problème même de la vie humaine sur Mars. Si la vie humaine sur Mars, ça se fait selon les recherches qui avancent, ils trouvent des sources d'eau, c'est ça, non? Parce que sans l'eau, l'homme, est-ce que sans l'eau, on peut vivre quelque part? Non. On a besoin d'eau, c'est beaucoup de choses. Et donc, d'abord, il faut que ce problème soit réglé. Maintenant, si ce n'est pas réglé, déjà, il y a des petits qui vont dans ce endroit-là. Vous aurez, par exemple, la développement quand vous va travailler sur les produits de l'espace. Donc, ce groupe-là va nous apprendre certaines choses que nous ne savons pas. Est-ce que les gens, déjà, ne vont pas là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas des structures qui sont aménagées
pour que l'homme puisse aller en tourisme. Oui, on a été même pas capable d'aller voir les fonds de biens. Ni les cases, le Congo. Mais, donc, vous voyez qu'ils ont atteint un certain niveau où ils vont en tourisme de l'autre côté. Ils vont en tourisme dans l'espace. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que on n'a pas les mêmes problèmes. Nous, on est en train de survivre. Hein? Eux, ils vivent. Hein? Voilà. Et donc, oui, allez-y. Une question. Quelles sont les mesures si un problème là, on arrive. Calmez-vous. On ne va pas mettre la carré avant les. Voilà. On va y arriver. D'accord? Voilà. Et donc, lorsque les juridictions se mettent en place, lorsque les lois se mettent en place et autres, on arrive à un moment où il ne faut pas rester dans l'informel. Il faut rendre les choses formelles. Et donc, il y aura des traités forts, des traités internationaux qui vont se mettre en place et qui vont donc régir les activités des humains dans l'espace extra-atmosphérique. Et donc, on aura 5 traités qui ont été négociés au sein des États-Unis, des Nations Unies plutôt, et des résolutions, plusieurs résolutions. Et donc, concernant les traités, on va parler d'abord de la charte de l'espace. La charte de l'espace déclare que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique doivent se faire dans l'intérêt et pour le bien de l'humanité, toute discrimination entre les États étant exclue. L'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, sera libre et accessible à tous les États et ne pourra faire l'objet d'appropriation nationale. Donc, vous voyez que c'est clair. C'est pour le bien de l'humanité. Et il n'y a pas de discrimination. Si tu es un État, il n'y a pas de discrimination. Et la Lune et les autres corps célestes, l'espace de façon générale, est libre et accessible à tous les États et ne pourra faire l'objet d'appropriation nationale. C'est ce qu'on a dit ici. On va passer les premiers sur la Lune que la Lune devient un État. Qu'est-ce que c'est depuis la Lune? C'est parce qu'il y a eu cette. C'est parce qu'il y a eu cette. Oui. Il n'a pas lancé. Oui, c'est lancé. Et donc, c'est clair, nous tous là, tous les États et tous les ressortissants que nous sommes, nous pouvons aller sur. Nous pouvons aller où? Dans l'espace extra-atmosphérique. Donc, la charte a été adoptée par les Nations Unies le 19 décembre, le autre 66 et ouvert à signature en 67. Il régit donc les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes. Donc, quand on parle de corps célestes, on parle de corps célestes, Mars, Jupiter, tout cela. Ce traité pose les grands principes du droit de l'espace, déclinés pour certains dans d'autres instruments internationaux postérieurs. Et donc, c'est la base. Quand on parle du droit de l'espace, c'est la base qui est la charte de l'espace. Vous pouvez télécharger la charte de l'espace sur Internet. Vous pouvez voir tout ce qui est dedans. Donc, cette charte-là interdit l'aménagement de bases ou d'installations militaires dans l'espace extra-atmosphérique et sur les corps célestes. Donc, on ne peut pas aller installer ou aménager. Il interdit aussi la mise en orbite autour de la Terre et dans l'espace extra-atmosphérique et sur les corps célestes d'armes nucléaires ou d'armes de destruction massive.
Vous voyez que c'est la paix qui nous intéresse aussi. Ensuite, là, c'est un peu bizarre. Il laisse la possibilité du transit des armes à travers l'espace et des reconnaissances par satellite artificielle. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose, normalement, on devrait interdire tout simplement le transit des armes dans l'espace extra-atmosphérique. Si on transite, on peut transiter les armes dans l'espace. Bon, si moi, mon transit là, ça va prendre 100 jours. Je n'ai pas aménagé de base. Hein? Est-ce que, bon, on ne peut pas le poursuivre, on ne peut pas nous créer des problèmes. Donc, il y a quelque chose qui est là qui est un peu bizarre. Ensuite, le deuxième traité, c'est l'accord sur le retour et le sauvetage des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace atmosphérique. Parce que quand on envoie des gens sur la Lune ou sur Mars et autres, et puis il y a des vols habités, tout ça, ils peuvent avoir des problèmes là-bas. Hein? Donc, leur retour, leur sauvetage, bon, il y a des problèmes. Imaginez qu'un Ivoirien se trouve en détresse quelque part sur Mars. Comment ça va se passer? La Côte d'Ivoire a-t-il les moyens pour aller le chercher pour venir? Donc, cet accord donc, est élaboré. Tu vas faire quoi? Donc, cet accord est élaboré au sein des Nations Unies, ouvert à la signature en 1967 et autres. On dit plus de 75 États ont signé le document. Cet accord vise deux objectifs. Un concernant les astronautes et l'autre concernant donc les objets et engins spatiaux. Au sujet des astronautes, l'accord énonce 3 obligations à la charge de tous les États parties. Donc, devoir d'information, devoir de sauvetage et devoir de rapatriement. Et donc, lorsque ce traité est signé, il y a beaucoup d'États qui signent. Donc, un astronaute qui se trouve en difficulté, quelle que soit sa nationalité, qui se trouve en difficulté quelque part, tous les États ont le droit, ont le devoir plutôt d'intervenir pour son rapatriement sur terre. Voilà. Ils ont le devoir d'informer. Si, par exemple, c'est un Ivoirien, il faut que l'État de Côte d'Ivoire informe tous les autres États partis pour que ces États-là puissent déployer des choses pour pouvoir sauver la personne ou l'astronaute qui est là-bas. Le deuxième objectif, donc, est l'accord est la récupération et la restitution d'engins et d'objets lancés dans l'espace. Il impose également 3 sortes de devoirs, toujours devoir d'information, devoir de récupération et devoir de restitution. Qu'est-ce que ça veut dire? La Côte d'Ivoire donc a un satellite qui est en difficulté, qui, s'il tombait sur terre, va créer d'énormes dégâts. Donc la Côte d'Ivoire a le devoir d'informer tous les États. Et les autres États, ayant eu l'information, ont le devoir de récupérer. Ils ont le devoir de récupérer, enfin de mettre tout en œuvre pour récupérer l'engin spatial et le devoir de restituer. Restituer, ça veut dire quoi? Redonner. On vient te donner tâche. C'est pour ça qu'il faut informer. Parce que si, dans les informations que tu as données, tu as dit que moi, mon satellite là, c'est pour aller seulement photographier la mer. C'est un exemple que je prends. Il y a un problème. Les Blancs déploient tout ce qu'il faut déployer pour récupérer. Et en regardant, ils se rendent compte que en réalité, tu étais en train d'espionner l'État américain. C'est un exemple que je prends. Est-ce qu'ils vont te restituer? C'est là que les problèmes vont commencer. Donc, vous voyez que. Et cet accord 2 donc prévoit, en cas de nécessité, la coopération internationale pour le sauvetage
et le rapatriement d'astronautes en détresse. Cet accord a été ratifié par 85 États. Il prévoit les mesures en cas de retombée d'objets spatiaux, habités ou non sur Terre. Il impose l'obligation de secours et d'assistance aux spationautes dans l'espace extra-atmosphérique. Et il consacre le statut d'envoyé de l'humanité aux spationautes, ce que nous appelons astronautes. Nous, ici, il y avait une certaine ouverture d'esprit. Nous n'avons plus les appeler astronautes, nous allons les appeler quoi? Ou du moins, les astronautes même sont différents des spationautes. Parce que je préfère dire ainsi. Parce que les spationautes, c'est comme on veut lancer un satellite ou une station spatiale habitée. Et puis bon, nous qui sommes dans cette classe, nous qui voulons notre curiosité pour les choses concernant les lancements et autres, ce qui se passe dans l'espace. Moi, je veux bien aller voir là-bas. Et puis vous dites, bon, madame, on travaille plus dans cette ligne, on nous envoie quelque part où on fait des entraînements. Parce que avant d'aller dans l'espace, il y a des endroits où ils font des simulations. Et moi, j'ai eu la chance d'aller, de vivre dans cet espace où ils font des simulations. Et nous vivons au Canada, on appelle ça l'UREX, qui a des roches, qui sont des roches assez extraordinaires, des nourrices et autres. Et donc, il y a un espace qui a en fait, l'histoire géologique de cette ville dit qu'il y a eu un impact de météorites. Et donc, c'est l'impact de météorites qui a créé non seulement les roches qui sont là en ce moment, et puis la géomorphologie du site. Donc, avant d'aller dans l'espace, dans un passé de sang, on envoyait ces envoyés, ces passionnants-là, faire quelque chose avant de les mettre dans des conditions rudes qui pourraient se passer, se trouver dans l'espace extra-atmosphérique. Et donc, ces personnes-là qui vont donc s'entraîner d'une certaine façon, comme ceux qui sont mis sur la Lune, qui ont fait sortir les drapeaux américains. Eux, ils ne sont pas des astronautes en tant que tels, mais ils sont partis pour les envoyer. Les États-Unis, l'humanité les a envoyés. Ils sont des envoyés de l'humanité. Ce sont des spationautes. Ensuite, il y a la Convention 3. Toutes ces conventions-là, le jour que je vous dis, c'est dans une question de dit Convention 2, vous traitez 2, vous devez savoir de quoi ça parle. Déjà, si je dis traiter 1, ça parle de quoi? L'achat de l'espace. Traiter 2. Recours et sauvetage. Donc, retenez, quand vous retenez recours et sauvetage. Hein? Ensuite, ici, on a la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux. Et donc, elle impose aux États une forme de responsabilité internationale exorbitante par rapport aux droits communs. Les États qui procèdent ou font procéder à un lancement, de même que ceux qui prêtent leur territoire, est-ce que vous me savez, vous me suivez plutôt, qui prêtent leur territoire ou leur installation au fin d'un lancement, sont solidairement tenus du dommage qui pourrait être causé par l'objet spatial ou ses composants. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Mon ami, on ne dort pas en classe, on ne dort pas, j'essaie. Mais je veux que tu suives. Donc, la Côte d'Ivoire n'a pas assez de moyens. La Côte d'Ivoire veut lancer un satellite. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va faire? La Côte d'Ivoire va approcher naturellement son premier collaborateur, hein, la France. Dieu merci, la France a Ariane Space, donc ils ont un système de lancement. La Côte d'Ivoire n'a pas assez de moyens. Donc, la Côte d'Ivoire peut demander aux États-Unis de venir l'aider, ou bien même, bon, de plus en plus, on s'en va vers la Chine. C'est une collaboration délicate entre France, Chine et puis États-Unis, je vais dire la Chine. Bon. Mais à cause de la géopolitique qui est en cours. Donc, vous voyez que on va approcher un certain nombre d'États. On va leur demander de l'aide
la Côte d'Ivoire va demander de l'aide financière. La France va donner son accord pour qu'on puisse utiliser Ariane Space pour le lancement. Et puis, la Côte d'Ivoire va faire fabriquer son satellite par les Nigériens. Je donne tout en train d'expliquer. Si cet objet fabriqué par les Nigériens n'a pas été bien vérifié, mais que la France même, sachant que cet objet a été fabriqué par les Nigériens, a accepté de traiter son lanceur. Et que les États-Unis et les autres pays qui sont venus en aide à la Côte d'Ivoire financièrement, sachant que c'est le Nigeria qui a fabriqué cet engin, avant de donner leur aide, avant de prêter leur lanceur, ils vont faire des enquêtes pour voir si l'engin est correct, si l'engin répond à un certain nombre de normes. Parce que pourquoi? S'il y a un problème, si cet engin a un problème dans l'espace, tous ces États-là, tous ces États sont concernés. Excusez-moi, tous ces États sont concernés. Donc, je disais qu'ils sont solidairement tenus du dommage qui pourrait être causé par l'objet et ses composantes. Et donc, s'il y a un dégât, tous ces États, un État va pas venir dire que moi, j'ai juste apporté de l'aide financière. Ou bien moi, c'est pas moi qui ai fabriqué l'engin. Moi, c'est juste mon lanceur que j'ai prêté. Non, à partir du moment où tu prends part au lancement, tout ce qui pourrait arriver, vous êtes tenus de faire face ensemble. Donc, vous voyez que ça, le monsieur qui me posait déjà une question ici. S'il y a des problèmes, quels sont les recours? Les dispositions sont prises pour que la plupart des problèmes puissent être réglés à l'amiable. Et donc, on continue. Et elle précise que l'État qui aurait réparé le dommage a un droit de recours. Vous entendez? L'État qui aurait réparé le dommage a un droit de recours contre les autres États ayant participé au lancement, comme vous savez. Quand il y a eu des dommages, si c'est la France seulement qui a fait les dépenses, la France peut porter les autres États en justice, mais devant l'ONU, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça. Oui. Quoi? Si la dame ne veut pas payer, lui, il paye. Et puis, il envoie les autres devant les juridictions internationales. Oui. Puisqu'on a dit que tous les États sont concernés par les engins envoyés dans l'espace, puisque c'est l'engin que nous avons discuté. Donc, même un État qui n'a pas participé au lancement, qui n'a pas pris part au lancement, peut réparer les États-Unis, voilà, les États-Unis qui, dès la Russie, qui ont commencé ces activités dans l'espace, c'est comme un arbre qui a planté. Et que tu as vu dans la vie, et que quelqu'un veut venir te tuer. Tu peux prendre la décision de porter les gens en recours devant la juridiction internationale. Parce qu'il y a le principe de la responsabilité internationale. Oui. Si, par exemple, la Côte d'Ivoire sur maintenant, elle peut demander, par exemple, à la France comme ça de lui prêter son lanceur. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est pour aller droit à la question. Il faut pas venir reprendre tout ça. Le lancer que la France a prêté là, ça va gratuit. Comment gratuit? C'est toi qui as pensé. Quand on te demande qu'avant d'aller dans les sites, il faut avoir les moyens économiques suffisants. On va te prêter cadeau. Pourquoi vous les Africains, vous aimez cadeau comme ça?
Non, moi j'ai horreur de quelque chose. J'ai horreur de quelque chose. Les Africains aiment trop. C'est pas normal. C'est-à-dire que vous mettez la honte sur nous. Regardez, tu sors devant un Occident un peu là. Quand tu vois certains noirs même là, si on te demande d'être, tu as honte de dire que je suis le avion de à cause de leur comportement. Avant, quand on arrivait par exemple au Canada, on pouvait rouler avec nos permis là, sans problème. Les Africains ont commencé à triander. Les Blancs ont découvert. Ils ont commencé à dire que bon, maintenant c'est bien. Et pendant 3 mois, ils peuvent rouler avec les permis, mais après, il faut qu'ils fassent le permis. Ils ont continué encore. On demande l'authentification de ton permis, de quoi. Et tout ça, à cause de. On veut parler. Pourquoi la Bretagne on va je ne sais pas. C'est une question de mentalité. Ce n'est pas normal. Et donc, ils peuvent convenir donc de la réparation entre eux, de la charge financière qui leur incombe, à condition de ne pas porter atteinte aux droits d'un État victime, de chercher à obtenir réparation, soit de l'un quelconque de ces états de lancement, soit de tous. Le traité 4, c'est la convention, et ça, c'est un traité assez important. La convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace. Lorsque nous payons nos papiers, c'est ce que nous faisons. Nous l'immatriculons. Pourquoi? Pourquoi nous l'immatriculons? Pour pouvoir l'identifier, mais surtout pour pouvoir le suivre, le surveiller. S'il y a un crime qui est commis, la personne qui a commis le crime a utilisé ma voiture. La personne, quand on voit la plaque de matriculation, c'est le nom de tout qui va sortir là-bas. C'est moi. Si l'autre a pu, c'est toi qu'on attrape. Donc ça, souvent, il est difficile de traiter ce genre de choses à des personnes que tu ne connais pas. Voilà. Et donc, c'est la même chose aussi au niveau des engins spatiaux, il faut les immatriculer. Il faut les immatriculer, même quand ils sont dans l'espace, on sait. C'est pour ça que dans les films, on va entendre les noms des même les sondes là, ils ont des noms. Ils aident quelque chose de ce genre. Ils sont immatriculés. Voilà. Et donc, cette convention édicte l'obligation pour l'état de lancement d'un objet spatial d'immatriculer cet objet plutôt, et de communiquer les informations relatives à son identification au secrétariat général des Nations Unies. Un État conserve sous sa juridiction plutôt un objet immatriculé par lui. C'est très important. Et cette convention n'a été ratifiée que par combien d'États? 40 États. Donc, elle est peu efficace car elle n'a pas été ratifiée par la totalité des États qui opèrent dans l'espace. Ceux qui l'ont fait ne déclarent pas tous les objets qu'ils lancent. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Beaucoup d'États font des lancements sans passer par l'immatriculation, sans passer par la déclaration. Et ça, c'est un véritable problème. Bon, imaginez qu'à chacun vient avec sa voiture. Et roule. Il y a un problème. Les policiers, même déjà, même on va des parties, mais ils se mettent sur les autres. Ensuite, on a l'accord régissant les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes. Il stipule que la Lune ne peut être utilisée qu'à des fins pacifiques. Il interdit aux États partis de mettre sur orbite autour de la Lune des armes de destruction massive ou de placer de telles armes sur la Lune. Et tout recours à la menace ou à l'emploi de la force ou à tout autre acte d'hostilité sur la Lune. Donc, ils ont défini. D'abord, par là, en temps normal. Il assure donc une exploitation ordonnée et sans risque des ressources naturelles de la Lune sur une base équitable. Les dispositions de vérification du traité permettent aux États partis d'inspecter tous les véhicules. De faire quoi? D'inspecter
tous les véhicules, toutes les stations, les installations et les équipements spatiaux qui se trouvent sur la Lune. Et c'est pourquoi des fois, on peut entendre qu'il y a des États bandits. Hein? Des fois, souvent, on entend les États-Unis qui ne sont pas d'accord avec tel État ou tel national. Est-ce que c'est faux? Voilà. Il y a des États qui sont traités de bandits dans l'espace. Hein? Bon, à la clé, il y a beaucoup de bandits. Et en cas de différend, les États partis doivent se consulter rapidement afin de résoudre leurs divergences par des moyens pacifiques. Il n'a toutefois été ratifié que par 9 États. Il y a eu des signatures. Les États-Unis et la Russie ne le signent pas, car ils estiment que la Lune et les autres corps célestes font partie du patrimoine commun de l'humanité, principe sur lequel est fondé le droit de l'homme. Le traité donc sur la Lune a une durée illimitée et tout État qui souhaite se retirer doit notifier son retrait 1 an à l'avance. Le secrétariat général de l'ONU est le dépositaire de ce traité. Ensuite, on a parlé donc de 5, parlant de la source du droit spatial, on a parlé de 5 traités internationaux. On a vu le traité 1, c'était la charte de l'État, le traité 2, c'était sauvetage, recours sur sauvetage, convention de responsabilité internationale, ensuite, et enfin, la croix céleste. Et il y a eu beaucoup de résolutions. Parlant de résolutions, c'est vrai que vous êtes jeunes, mais au moment où ça se fait ici, là. Je ne sais pas. On mettait un embargo sur la Côte d'Ivoire. Le plus souvent, on entendait l'ONU a pris des résolutions. C'est pour vous dire que y a des résolutions notables, un fort poids. Les traités, oui, mais les résolutions, non. Donc, c'est ce qui fait le problème ici. Parce qu'il y a des résolutions. Est-ce que ces résolutions, leur application est vraiment suivie par tout le monde? Je ne sais pas sûr. Et donc, il y a. Oui? Au niveau des résolutions, c'est aux grandes institutions de mener des démarches telles que la résolution qui a été prise dans le cadre de la crise en Côte d'Ivoire, c'était l'envoi des classes en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, je dis qu'il y a des résolutions, de mener des actions pour suivre cette grande traités. Si j'ai bien suivi, les résolutions contribuent à l'application des traités. Oui. En quelque sorte. En quelque sorte, je ne sais pas si ça contribue, mais c'est comme si ça donne les détails. Voilà. Certaines dispositions relatives à ce traité. Et donc, il y a la résolution 1962 qui porte déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Il s'agit donc du texte à l'origine des principes consacrés quelques années plus tard par les traités internationaux. Donc, on commence par une résolution. Et quand cette résolution prend plus de force, elle peut appliquer donc le traité. Ensuite, la résolution, vous voyez ici que cette résolution, c'est en 1962. Pourtant, la NASA a été créée en combien? 58. Et c'est après tout ça que le droit spatial est mis. Ensuite, il y a la résolution 3792 sur les principes régissant l'utilisation par les États
de satellites artificiels de la Terre aux fins de la télévision directe internationale adoptée le 10 décembre 1982. Ces principes registrent les émissions de programmes de télévision qui peuvent être directement captés hors des frontières d'un État. Est-ce que c'est faux? Nous sommes ici. Est-ce que nous regardons notre appel? Hein? Est-ce que beaucoup d'Ivoiriens regardent? Bon. Hein? Est-ce que beaucoup d'Ivoiriens regardent? Non, madame. Est-ce que beaucoup d'Ivoiriens regardent? Non, madame. Beaucoup d'Africains regardent. Oui, quelques-uns regardent à l'intérieur, loin des grandes villes. Même au village, les gens ont canal. Donc, voilà. Donc c'est pas quoi. Donc, tout ça, c'est grâce à grâce au satellite, comme on a dit, télévision côté télécommunication. C'est ça, non? Ensuite, on a la résolution 4165 sur les principes. Les principes, vous pouvez télécharger ça aussi. Hein. Les principes sur la télédétection adoptée le 3 décembre 1986. Il y a la résolution, donc ces principes s'appliquent aux activités d'observation active de la Terre, principalement à la détection des ressources naturelles. Il y a la résolution 4768 sur les principes relatifs à l'utilisation de sources d'énergie nucléaire dans l'espace. Ces principes édictent les précautions à prendre lors du lancement de sources d'énergie nucléaire dans l'espace. Il y a la résolution 51-122 qui porte déclaration sur la coopération. Hein? S'il vous plaît, la coopération internationale en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace au profit et dans l'intérêt de tous les États, compte tenu en particulier de quoi? Des besoins des pays en voie de développement. Vous voyez que nous ne sommes pas oubliés, nos États ne sont pas oubliés. Ceux qui ont beaucoup de moyens qui vont dans l'espace, pensent à nous. Ils n'attendent que des collaborations. Non, dans un premier temps, on doit collaborer avec eux. Voilà, on doit collaborer, on doit coopérer. Et donc, c'est cette coopération-là. C'est dans la coopération qu'on peut envoyer quelques Ivoiriens. Je pense qu'il y a des Maliens même qui ont beaucoup travaillé à l'ambassade. Et quelques Ivoiriens qui peuvent aller travailler là-bas. Et c'est là qu'on apprend la technique. Et on apprend la technique et puis bon. On peut revenir chez nous ici pour mettre en place des structures hein, pour aider la jeunesse aussi à s'y intéresser. Normalement, c'est comme ça que ça doit se faire. Souvent, les Nigériens, qu'est-ce qu'ils font? Ils démontrent une voiture pour comprendre le système et puis ils font quoi? Ils remontent, remonter. Jusqu'à après, on dit bon, et si nous on fabriquait cette partie? Si on fabriquait cette partie, et ainsi de suite. Et donc, les choses vont changer, ça ne va pas toujours rester comme ça. Et donc, ensuite, il y a la résolution, il y a plusieurs résolutions. La résolution 59-115 sur l'application de la notion d'état de lancement adoptée le 10 décembre 2004. Cette résolution vise à harmoniser la mise en œuvre par les États de ce concept clé. Dans votre cours, l'état de lancement est défini clairement. Dans les leçons que vous avez en ligne, il y a plusieurs définitions de l'état de lancement. La résolution 62-101 qui porte aux recommandations visant à renforcer la pratique des États et des organisations internationales intergouvernementales concernant l'immatriculation des objets spatiaux. Elle vise donc à harmoniser et à rendre plus cohérentes les pratiques respectives des États en matière d'immatriculation. En fait, il faut que les États soient encouragés. Hein, c'est pas facile. Et donc, il y a encore d'autres résolutions que vous pouvez lire dans votre cours. Et en plus donc de ces résolutions, on a les principes. Et il y a 9 principes. Il y a d'autres principes, mais ici, on parle des 9
principes fondamentaux qui sont le principe de la liberté d'accès et d'utilisation, donc à l'espace atmosphérique, le principe de non-appropriation, le principe de la conformité au droit international, le principe de l'utilisation à des fins pacifiques, le principe d'assistance mutuelle, le principe de la responsabilité internationale, le principe de juridiction sur les objets spatiaux, le principe de non-interférence, de non-dégradation, de non-contamination, et le principe de transparence et de libre accès aux installations et équipements dans l'espace extra-atmosphérique. Bon. Il est quelle heure? 11h14. Ok, vous avez cours à 14h30, à 14h plus tôt, c'est ça, non? Et donc, c'est les détails de ces principes. En tout cas, on a tous les détails dans votre cours. Je pense que lisez, et comme vous aurez les congés pour lire ces cours, lorsqu'on va revenir, s'il y a des questions relatives à ces principes, oui. Non. D'accord? Non, parce que je vous ai expliqué. Tout ça, ça se trouve dans les leçons. Les leçons sont, il y a 7 leçons. Il y a 7 leçons, plus détaillées que ça. Ça est dans. Voilà. Ici, là, c'est juste une synthèse de beaucoup de choses qui se trouvent là-bas. Ok, donc, ce qu'on va retenir ici, c'est que tous les États sont libres d'accéder, de faire des activités dans l'espace. Aucun État n'a le droit de déclarer sa souveraineté sur une partie ou sur un corps terrestre, une partie de l'espace extra-atmosphérique. Et dans le souci même de la paix, hein, non seulement dans l'espace extra-atmosphérique, mais sur Terre, il est recommandé qu'on puisse identifier les engins, que les États puissent immatriculer plutôt les engins qu'ils veulent envoyer dans l'espace. Au cours prochain, peut-être on va revenir un peu sur les principes, mais pour le moment, on va se dire comme ça au revoir. Et donc, l'objectif principal du droit spatial ici, c'est la paix, le maintien de la paix. C'est vrai, activité, exploitation des ressources et autres, mais il faut que tout se fasse dans le respect des uns et des autres. Il n'y a pas un État qui est plus important que l'autre dans l'espace extra-atmosphérique. L'espace extra-atmosphérique n'appartient à aucun grand État et ainsi de suite. Donc, on va faire des groupes. Vous savez combien de groupes déjà? Bon, c'est bon, on va vous imposer les groupes. Moi et M. Chouchou, on va faire les groupes par ordre alphabétique. En intégrant tout le monde. Dans votre groupe, il y a 80. Vous allez travailler à travers WhatsApp. Vous travaillez. Ou bien, voilà, les autres ont fait, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Hein? Et ça va vous aider d'ailleurs, parce que je vous ai dit ici qu'il y a des gens qui sont en ligne, qui sont, par exemple, à la primature, ou qui sont dans des structures étatiques de décision. Et quand ces personnes-là sont dans votre groupe, c'est un bien pour vous. Parce qu'ils ont eu l'habitude de faire les présentations. Ils ont cette, en tout cas, il y a beaucoup de choses. Monsieur Jeannot, Jeannot qui était là, qui est à la primature, il n'était pas beaucoup. Parce que là, c'est souvent en chose, en CDD, c'est en CDD. Lui, son bilan, ça, c'était 2 ou 3. Mais lui qui est en ligne, il était toujours là quand il y avait les excuses. Lui-même, il venait ici. Ok. Et donc, on va se dire au revoir. Merci, madame. Que la fête, les fêtes de fin d'année nous trouvent tous en vie et en bonne santé.